Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sami Missaoui, le propriétaire de la brasserie artisanale Gallicus. Salut Sami, ça va bien? Salut Gab, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis très content de t'avoir parce que ça a pris du Ah temps ouais, avant merci. qu'on puisse se setter, là. Fait que je suis vraiment content de Ouais, t'avoir. ouais, ouais. Une période d'avant Noël assez occupée. Ouais, Mais merci de l'invitation, là. C'est le fun, là. J'ai bien hâte. ça fait très plaisir. Fait que ben aujourd'hui, moi, je t'ai écrit parce que je voulais qu'on parle de fruits. Parce que Ouais, dans mon ancien travail, on a eu à travailler ensemble. Ben, on a fait une collaboration ensemble exact. sur une bière avec du fruit. Puis là, on avait parlé, tu sais, dans le fond, qu'on voulait un peu une texture un peu smoothie, mais sans faire une smoothie sour puis avoir des cannes qui explosent, hein. Donc, Ouais. on avait parlé de faire refermenter le fruit, mais ça, on pourra revenir un peu plus là-dessus. Mais là, de ce que Ouais. j'ai compris, tu utilises pas mal la même méthode pour toutes tes bières aux fruits, c'est ça? Du moment que ça va être des bières conventionnelles, juste avec des Saccharomyces, ouais, c'est ça qu'on utilise. Donc, dans le fond, en fait, on va tout simplement faire une fermentation primaire. On va laisser les levures faire leur travail. Dans un premier fermenteur. On fait un tout petit cold crash, surtout si on a un petit peu de houblon ou même pour évacuer l'excédent de levure. Puis on transfère ça dans un deuxième fermenteur avec le fruit. Et puis on va laisser une couple de jours que ça s'ajuste. Tu sais, on travaille avec des purées de fruits qui sont aseptisés, mais tu as toujours l'équivalent de un 10 Brix là-dedans. Alors, même si, admettons, ta bière finirait très haut en gravité et serait au-dessus de 10 Brix, ce qui est déjà quand même vraiment beaucoup, ça reste des sucres simples. Donc, j'essaie de pas prendre, de pas rentrer dans des calculs qui seraient un petit peu fous ou faussés. Et je prends vraiment pas de risque et vu que c'est ça, vu que c'est du fructose, vu que c'est vraiment du sucre simple, tu sais que les Saccharomyces, elles vont retravailler ça, peu importe la gravité finale de ta bière. On laisse ça à température ambiante, généralement c'est une température entre 18 et 20, 21. Et on va laisser le temps qu'il faut. On regarde vraiment et puis ensuite, bah, c'est comme une bière classique en fait, où après 3 jours, il n'y aurait plus d'activité, où la gravité serait stable. Là, on considère que on peut partir un cold crash de manière assez safe. C'est certain que on fait pas des gros smoothies sour, donc le but c'est pas d'aller chercher une grosse purée de fruits que tu capes tout de suite et puis tu gardes ce côté très sucré et saturé de la bière. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est conserver la pulpe, conserver l'aspect vraiment surette de la bière, garder son profil original un petit peu. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est le jour de l'encanage, on va tout simplement, avec une coupe d'heure d'avance, commencer à recirculer tout doucement, à rebrasser la bière tout doucement en prenant vraiment le port du pied de cuve, puis en mettant le racking arm un peu vers le haut en tangente, et puis ça va faire quelque chose, un petit peu comme une cuve de sucrage. Tu sais, quand tu vas faire un embouteillage et que tu veux mélanger ton sucre, bah, c'est un petit peu ça l'idée, tu sais, d'avoir quelque chose qui soit assez homogène. Première fois, on l'avait pas fait ça, puis on s'est retrouvé avec une quantité de purée, mais vraiment épaisse. Là, ça se mangeait à la cuillère dans le pied de cuve. Et puis, bah, c'est un Ouais. peu dommage parce que, tu sais, veux pas, le fruit, ça coûte quand même cher à l'heure actuelle. Donc voilà, on, on fait tout simplement cette technique-là. Il y a rien de trop fou, mais c'est ça, tu sais. Je pense que ce qui est clé, en fait, c'est vraiment là, c'est de mettre suffisamment de fruits. Je dirais que nous, on travaille souvent dans des quantités de 200 à 250 grammes de fruits au litre. OK. On essaie quand même d'avoir c'est ça, surtout des purées, des choses qui ont quand même été filtrées un petit peu parce que c'est de la framboise avec du grain, c'est vraiment pas bon. Puis, on travaille pas du tout avec des jus. euh, OK. Parce que justement, on recherche la texture, là, vraiment, plutôt que juste la saveur ou la couleur. Euh, et ouais, je pense que ce qui est clé, c'est vraiment ça. Laisser le temps de fermentation. Et éventuellement, ce qu'on fait quand on a mis le fruit une ou deux fois par jour, on fait des petits pops de CO2 par le port du pied de cuve. Comme ça, on remet un petit peu en suspension la purée, puis
qui aurait pu se tasser vers le fond du fermenteur, ben, au moins ça remonte et tu sais que les levures vont avoir une chance de bien le travailler, de le travailler de manière homogène. OK. Et, et puis voilà, la recirculation le jour de l'encanage. Et puis ensuite, ça va te donner quand même une bière qui est vraiment très intéressante avec une belle épaisseur. Là, et puis ça, c'est vraiment nice. Là. Ouais. Ben là, c'est pas pire. Là, tu es parti sur une run, puis tu as répondu à comme deux, trois de mes questions déjà. Ah oh shit! C'est merveilleux. Non, mais là, j'ai deux petites questions qui me viennent à l'esprit là, Ouais, ouais. sur ta méthode. Premièrement, quand tu parles de premier cold crash, à combien tu vas le descendre et pourquoi? On le part vraiment. En fait, on a deux types de fermenteurs. Là. On en a un, c'est des cuves Speedle. C'est allemand, c'est des cuves que tu vois. Bah, en fait, on les a achetées chez El Nova. Donc, c'est plus des cuves que tu verras dans des cidreries ou des vignobles. Donc, ils ont des petites jaquettes, mais ça reste quand même du simple paroi réfrigéré. Donc, quand on fait du cold crash, disons que ça va tomber au plus bas, ça tombera à 3-4 degrés Celsius. Mais c'est suffisant pour précipiter. En fait, moi, ce que je veux retirer, c'est l'excédent de levure. OK. Parce que quand tu vas recirculer ta bière avec la purée, t'as pas envie d'avoir ce côté-là, là, cette espèce tu sais, de 20, 30 litres que tu retires de levure, avoir cette pâte-là, ça a aucun goût. Bah, tu sais, les sours sont quand même des bières que tu peux consommer fraîches, mais tu sais jamais, ça peut rester sur des tablettes 3 semaines, un mois. Tu veux pas qu'il y ait un espèce de goût un petit peu d'autolyse, tu sais, ce Ouais. côté ferreux ou des choses comme ça. Donc, c'est juste une question de bonne pratique. Tu sais, peut-être que ça va surprendre certains brasseurs, peut-être que certains pensent que c'est pas utile. Peut-être, mais tu sais, on préfère s'assurer comme ça de retirer tu sais, l'excédent de sédiments et puis partir sur une bière qui est relativement propre. Tu sais, il reste toujours suffisamment de levure, même après une petite garde à froid. Je veux dire, il y a toujours de la viabilité. Et puis encore une fois, tu sais, les purées de fruits, c'est vraiment du sucre simple, là, du fructose. C'est des chaînes très courtes de sucre, donc tu sais que ça va être consommé très très facilement. Euh, c'est sûr que ça prend peut-être une bonne semaine à 10 jours de passer à travers tout le sucre de la purée, alors que tu sais, ça te rajoute pas énormément non plus de points de gravité dans ta bière. Euh, peut-être parce que c'est ça, peut-être parce qu'il y a moins de levure, mais on n'est pas pressé non plus. Tu sais, mettons qu'une bière de même, on se laisse un bon 3 semaines et demie pour faire ça propre OK. et être certain qu'il n'y a plus aucune activité, que tout est clean. OK. Mais après, quand tu vas le transférer dans l'autre fermenteur avec la purée de fruits, euh, ben là, tu dis que tu vas la laisser à température ambiante. Mais moi, par expérience, c'est comme avec Overup, j'ai déjà eu, mettons, des bières qui ont trop refroidi. Puis là, après, si je les laisse se réchauffer par elles-mêmes, ça prenait beaucoup de temps. À ce moment-là, toi, si tu veux un cold crash à 3-4 degrés, comment tu fais pour. Est-ce que tu la réchauffes en transférant vers le deuxième fermenteur ou. Euh, non, on ne le fait pas. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps à remonter en température, c'est certain. OK. Euh, ce que, ce que certaines personnes font, tu sais, tu aurais deux méthodes là, qui me viennent en tête. Soit tu passerais peut-être par un échangeur à plaques, Ouais. avec le risque toujours de l'échangeur à plaques sur une bière que tu vas réchauffer plutôt qu'un mou que tu essaies de refroidir. Ou alors, certains ont tout simplement des valves de glycol qui ferment. Et puis, ils peuvent plugger dessus. C'est un petit système pour réchauffer le glycol. Donc, en fait, tu aurais ton jacket qui serait à 20-25 degrés, puis ça remonte un petit peu plus rapidement comme ça. Mais nous, on n'est pas équipé bah, d'une capacité à réchauffer notre glycol, là, juste à refroidir. Donc, ouais, ben forcément, ça prend un petit peu plus de temps, mais OK. ça se fait, ça se fait. Puis tu vois quand même de l'activité reprendre à partir de, je te dirais, 12, 13, 14 degrés. Ça repart quand même, là, tu sais, OK. même avec un Saccharomyces. Ouais, ouais, même si c'est pas une levure, ben, même si c'est une levure, elle, et pas un lager, ça repart à partir de ces températures-là, là, tu sais, progressivement. Et puis, on laisse le temps au temps, là, sur ça. Là. OK. Et puis, tu m'avais parlé aussi que tu utilisais une levure particulièrement pour ce procédé-là. C'était la London 3, si je me souviens bien. C'était-tu Ouais, juste pour notre collaboration, tu avais décidé d'utiliser ça ou c'est vraiment ta levure de prédilection?
Non, écoute, c'est celle qu'on utilise très souvent et en fait, on fait une toute petite biotransformation généralement pendant la fermentation primaire. On aime bien utiliser, nous, le melon comme houblon. Tu sais, c'est un houblon allemand qui est un petit peu fruité, rien de trop fou non plus. On n'en met pas des grosses quantités, c'est vraiment peut-être euh, 3, 4, 5 grammes au litre. Là, je l'ai plus en tête, faudrait regarder, mais c'est vraiment très léger. C'est juste pour avoir une petite biotransformation, avoir un petit ACE de plus. OK. Parce que ça nous est déjà arrivé en fait avec des levures plus classiques, des US 05, qu'en fait, même avec de la purée, ça se mettait à clarifier un petit peu, puis tu voyais au travers. Mm. OK. Et puis, en fait, tu as quand même des consommateurs, même si c'est la même bière, même si c'est la même quantité de fruits, Ace ou pas Ace, bah, eux, c'est pas leur même expérience. Et puis, puis Ouais. on t'écrit pour t'expliquer qu'on est déçu. Et puis, bon, bah voilà, tu sais, on fait ça de même. Donc, ça serait un petit procédé de New England IPA, si tu veux, dans la fermentation primaire. OK. On fait vraiment la biotransformation pour le Ace, pas pour le côté aromatique et puis aller chercher, tu sais, les grosses notes juicy, parce que de toute façon, le melon, ça va pas te le donner. Ouais. Mais au moins, on se garantit une forme c'est ça, de haze permanent en plus du fruit, là. OK. Et puis, quand tu parlais de recirculation, là, dans le fond, c'était avec quel type de pompe? Parce que moi, je me souviens, j'avais utilisé une pompe, ben, tu sais, la pompe que j'utilisais, mettons, pour mes lavages. Bon, Ouais, j'avais vraiment peur des contaminations. Moi, j'étais un freak des contaminations. Mais ouais, bah ouais. surtout, ça ne marchait pas. J'avais beaucoup de misère avec la purée. Est-ce que toi, tu utilises aussi une pompe centrifuge ou tu as un autre. Ouais, Ouais, non, non, même chose? c'est une pompe centrifuge. Éventuellement, il faut la primer comme du monde ou tu sais, on la part un petit peu fort dans les tours minutes au début. Et dès qu'on voit que ça commence à rouler, bah là, on y va plus doucement. OK. Euh, Ouais, c'est ça. Non, on n'a jamais trop eu cette problématique. C'est vrai qu'au début, c'est quand même un petit peu épais, mais tu sais, assez rapidement, ça s'homogénéise, ça Ouais. se fait assez bien, ouais. Puis, Je sais, ouais. ouais, ben, par la suite, est-ce que tu as des problèmes d'oxygène? Parce que ça aussi, j'avais déjà eu ça, là, des PPB dans les 1000, 2000, là, rendu au canage. Non, ça non. Par contre, on est des sacrés gros consommateurs de CO2 là, pour ça. Donc, OK. forcément, bah, tu sais, avant de transférer dans l'autre fermenteur, on fait une purge au CO2 bien comme il faut. Et puis, bah, tu sais, tu fais ton cycle de paracétique sur ta pompe et puis sur tes boyaux. Mais en fait, à chaque extrémité, on met un T avec une OK. valve. Comme ça, on peut en fait faire une purge de CO2 aussi pendant une couple de minutes avant de faire le transfert. OK. Et puis, on n'a pas des pick-up d'oxygène qui sont bien notables. Euh, non, 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 écoute, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je te dirais qu'un canette, il n'y avait rien de fou. Là, la TPO, elle est, mettons, entre 70 et 85, quelque chose comme ça. Là, tu Ah, sais, OK. donc, OK. ouais, ça reste bas, ouais. Non, mais c'est parce que je n'avais fait une autre, une smoothie avec, bon, une autre brasserie que je ne veux pas dire le nom pour l'instant. Mais OK. lui aussi, il avait souvent des problèmes là, de pick-up d'oxygène. Puis justement, la bière qu'on avait faite en collaboration, il y avait beaucoup d'oxygène à la fin. Fait que c'est intéressant de voir que pas, euh, c'est pas obligatoire, là. Je pensais que toi, tu aurais des problèmes aussi de ce côté-là, mais OK. Si, dans le fond, c'est juste de bien Non, puis faire tu son sais, procédé, ben, bien faire sa ligne au CO2, puis that's it, là. ouais, puis tu sais, ben, après, pour sur la partie de l'encanage, nous, on travaille avec Vessel Packaging. Tu sais, on n'a pas OK. notre encaneuse. Puis, ils sont quand même vraiment sur la coche, là, au niveau de l'oxygène. Donc, ça y fait peut-être beaucoup. Je pense que peut-être au moment de l'encanage, c'est peut-être là aussi où tu peux avoir des pick-up d'oxygène. Mais on Mhm. encane ça comme tu encanes une New England. Là, tu sais, OK. on va, on va vraiment, tu sais, sur-remplir et puis caper sur la mousse. Et puis on n'a pas eu de problématique, là. OK. Et puis, quand tu vas recirculer, Ouais. vas-tu arrêter le canning pendant le canning pour faire une recirculation de fois de temps en temps?
ou c'est vraiment juste avant le canning, puis that's it après? Ouais, non, non, c'est ça. Ça va être avant et pendant le canning, en fait, qu'on on fait OK. la circulation, là. Fait que Donc, tu vas arrêter 5 minutes, tu vas aller recirculer, tu recommences, puis ainsi de non, suite. non, non, en fait, si tu veux, bah, tu sais, quand Vessel viennent, on a plusieurs bières à faire. Donc, tu sais, ils s'occupent, je sais pas, tu sais, de n'importe quel brand avant ça. Et généralement, tu sais, une petite heure avant, une heure et demie avant, on commence à vraiment, tu sais, plugger la pompe, la partir, donc ça circule. Pour l'encanage, on se plug sur le pied de cuve et puis ensuite sur le tasting port. Tu sais, OK. nous, c'est un track lamp sur lequel on rajoute, tu sais, des petits robinets pour accrocher ton zam, là. Ouais, Donc, en ouais. fait, c'est facile de plugger ton boyau de même. OK. OK. Et puis Vessel, eux, ils prennent par le racking arm. Euh, Ah, ouais, OK. donc, on le roule tout doucement comme ça. Et puis par le blow-off, tu mets quand même, tu sais, ton 15 ou 17 PSI de pression de tête. Donc, ça n'a aucune incidence sur personne, là. Et puis, OK. OK. tu sais, il y a un moment donné, c'est certain que même le niveau de bière va se retrouver tu sais, dans la cuve en dessous de ton sample port. Donc, sûrement que tu sais, à l'intérieur, ça doit légèrement splasher. Mhm. Vu que tu es dans un milieu saturé en CO2, on n'a jamais vu aucune différence. Il n'y a jamais eu de problématique là-dessus. Ça a eu aucun impact, là. OK. Je pense que c'est un petit peu sur ce genre de tout petits détails là, tu sais, puis de vraiment forcer sur la consommation de CO2, sur tout ça. Là. Ouais, c'est ça, vraiment, tu sais, je préfère purger un petit peu plus longtemps et puis être certain que tu sais, tout est vraiment parfait. Puis c'est ça, ouais, c'est surtout la prise d'oxygène qui nous fait un petit peu peur là-dedans. Là. Ouais. OK, Et très puis en plus, tu sais, important. des fois, tu travailles sur des fruits qui par eux-mêmes peuvent oxyder très rapidement dès qu'ils sont à l'air. Ouais. Puis là, ça pardonne pas, là, tu sais, c'est brun, 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 là, donc, euh, donc ouais, on redouble sur le CO2. OK. Euh, généralement, là, quelle sorte de fruits tu préfères utiliser? Puis penses-tu qu'il y en a qu'il faudrait éviter? J'ai pas une expertise aussi grande que ça au niveau des fruits. La série Profusion qu'on a faite, on a fait juste 3 déclinaisons. On en a eu une à la mangue coco. On en a eu une, c'était framboise toute seule. Ça, c'est vraiment, vraiment c'est un peu basique, mais c'est un fruit qui est incontournable là, dans les bières. Puis la troisième, ça a été une goyave, fruit de la passion, et puis carambole. OK. Carambole, ça a été un petit peu compliqué parce que on l'a reçu, puis il y avait quand même pas mal de pulpe, de fibres. Donc ça a été super problématique la première fois là. OK. Donc il a fallu vraiment, ben, en fait, je pense que c'était peut-être la batch de fruits qu'on avait reçu là du fournisseur qui n'était pas top top là. Mhm. Euh, je pense que tu sais, tu peux toujours tester, je veux dire, quand tu sors une sour régulière ou une gauze ou quelque chose comme ça, tu sais, si tu as des propagateurs de 50 litres, des choses comme ça, tu peux t'amuser à soutirer, tu sais, à te faire un petit propagateur de 50 litres, tu sais, pour du test et puis à tester le fruit un petit peu. Euh, je pense qu'il y en a, tu sais, qui sont quand même très, très fragiles. Tu sais, moi, je ne travaille pas avec la fraise ou avec le melon d'eau, tu sais, OK. parce que je trouve que c'est des goûts qui sont très, très légers. Même le pitaya, tu sais, le dragon fruit, là, ça serait intéressant. J'en vois passer, mais tu sais, je trouve que c'est des fruits qui sont très, très légers en Mhm. saveur et qui peuvent être rapidement masqués soit par le surette, soit par d'autres fruits. Ouais. Je pense que le bleuet, ça peut être un petit peu ça aussi, là, tu sais, ça peut se perdre très, très rapidement. Mhm. Mais c'est certain que nous, tu sais, c'est ça, on aime bien travailler avec la mûre, le cassis, ça apporte une belle acidité. Fruit de la passion, c'est vraiment, vraiment nice. Quand on fait des bières de fermentation mixte, on travaille avec du marc de raisin aussi. OK. Ça, c'est le fun. Ça apporte quand même ça produit quand même pas mal de diacétyl. Donc, tu sais, là, c'est un petit peu différent. C'est de l'embouteillage qu'on fait, mais tu sais, il nous faut facilement 4-5 mois de bouteille et de prise OK. de mousse naturelle avant que le diacétyl disparaisse, parce que sinon, c'est vraiment popcorn au beurre dans le tapis, là. C'est fou. Ah ouais. OK. Vraiment, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Puis tu les laisses une couple de semaines, une couple de mois, puis Ouais, habituellement, ça va se résorber.
Ouais, ben parce qu'en fait, c'est avec ta levure de refermentation. On utilise ça, dépend, c'est parfois de la US 05, parfois on refait ça avec des Brettanomyces. Et puis, les levures sont capables là, de métaboliser ton diacétyl et puis de le retravailler, puis de le faire disparaître avec le temps, là. OK. Donc ça, c'est vraiment une question de temps. Là, tu sais, là, on dit plus rien du tout. Là, tu sais, on en ouvre une de temps en temps et puis on regarde quand est-ce que ça a vraiment disparu et qu'on est vraiment content du résultat. Et puis là, on peut la mettre en marché. OK. Mais après, est-ce qu'il y a des fruits que je ne recommanderais pas? Je ne sais pas. C'est à part le fait que certains, je me méfie de certains parce que je trouve qu'ils sont très faibles, même s'ils sont très savoureux quand tu les manges. Je trouve qu'ensuite, tu sais, dans une bière, c'est ça, ils disparaissent. Je ne sais pas s'il y a des fruits qui changeraient d'arôme ou tu sais, qui te laisseraient une mauvaise surprise. Mais je trouve que c'est quand même vraiment très, très simple. Là. Tu sais, la technique du propagateur, comme je te dis, tu sais, c'est vraiment simple de laisser ça et de faire tu sais, comme un mini fermenteur. Ou tu sais, pour les brasseries qui ont des tout petits fermenteurs, là, des Blickman ou des choses comme ça, là, tu sais, Ouais. un demi-BBL, tu sais, ben, tu t'amuses et tu regardes ce que ça donne. Là. Mhm. Puis là, tu parlais du pitaya, je pense, tantôt, tu parlais qui était Ouais. arrivé très fibreux. J'ai déjà Non, entendu. ça, c'était la carambole. Ouais, Ah c'était oui, la carambole. excuse-moi, la carambole. Euh, Parce que j'ai déjà entendu parler de d'autres brasseries qui utilisaient beaucoup. Ils gardaient tout le temps un gros pied mélangeur pour Ah ouais? blender toute leur purée de fruits au complet. Mais toutes les sortes qu'ils recevaient, ils vont les OK. blender avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé, toi? Penses-tu que ça serait une bonne idée, mettons? Là, j'aurais peur, par contre, du pick-up d'oxygène, je pense. Ouais. Ouais, vraiment. Là, ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu plus peur, là, Puis de- la contamination aussi. Parce que veux pas, il faut que tu ouvres ton Ouais, baril avant pour mettre ça là-dedans. Fait que là, c'est sûr que moi, ça m'a toujours fait peur un petit peu, là, mais tu sais, pour de la ouais, carambole ouais, trop exactement. fibreuse, Ben, après, c'est certain que, tu sais, une sour aux fruits tu sais, à 5-6% avec un pH à 3,2, tu as moins de risques que si tu mettais ça dans ouais, un mou avant la levure. Mais moi, personnellement, je le tenterai pas, là, c'est certain. OK. OK. Et puis, tantôt, tu as parlé un peu de tes ratios, là, mais tu vises tout le temps pas mal 250 grammes par litre. C'est Ouais, ton ouais, rule of c'est thumb. souvent ça. Ben, on a trouvé cette espèce de sweet spot là. OK. Ça fonctionne très très bien. Ça te donne quand même un une grosse quantité de purée de fruits à la fin, de fibres, tu sais, de matière. Donc ça épaissit bien ta bière. Je trouve que ça c'est vraiment pas mal là. Tu sais, 250, 270 parfois. Ben après, tu as, un petit peu le coût aussi de la bière Ouais. là. Tu sais, donc il faut Ah, faire attention là. ouais. Mais c'est ça. Après, ça dépend si tu fais, tu sais, ben, typiquement, je sais pas, tu sais, une gauze aromatisée à un fruit. Là, tu sais, forcément, j'irai chercher plus bas, là. Ouais. Dans du 100, 150 grammes de fruits, ce sera vraiment en masse, d'après moi. Mais si tu veux faire une mimique d'un smoothie, mais tu sais, fermenté, je trouve que 250, c'est pas mal, c'est pas mal le chiffre que, ben, en tous les cas, nous, de notre expérience, là, c'est Mm. ce qui fonctionne bien pour nous, là. OK. Comment tu vas conserver tes fruits avant l'ajout? Toujours au frigidaire, toujours congelé? On s'ajoute vraiment dans la production. On a la chance, c'est que nous, on travaille souvent avec Farinex ou OK. parfois David Carrière. Donc, tu sais, ils ont des journées de livraison Farinex en Outaouais, donc on sait exactement quand est-ce qu'ils vont venir. OK. Et puis de là, tu sais, ben, on reçoit le fruit, puis généralement, on lui laisse un 24 heures pour décongeler. OK. Donc, ça arrive souvent, en fait, que quand on met en fermenteur, ça soit pas tout à fait décongelé. Mm. Euh, mais c'est comme ça qu'on fait. Tu sais, ouais, c'est la méthode la plus clean qu'on a trouvée. Et puis ensuite, ben, du gros péracétique tout autour des boîtes. En fait, on se fait des grandes chaudières. Tu sais, on a pour notre caustique, on utilise des drums là, de 200 litres. OK. Puis quand ils sont vides, on en a coupé un ou deux pour nous faire des grosses réserves de péracétique. Donc en fait, quand ça arrive, c'est une petite chaudière de 5 ou de 15 kilos, ben, on trempe ça directement rapidement avant de l'ouvrir dans le péracétique. Et puis ensuite, ben, on respray un petit peu et puis on fait ça comme ça. OK.
Et ensuite, pour l'envoyer dans le fermenteur, on utilise souvent un propagateur, en fait. Ah, Donc, on va OK. remplir le propagateur un petit peu aux 2 tiers. On le ferme bien, on purge au CO2. On fait revenir un petit peu de bière dans le propagateur, comme ça c'est un petit peu moins épais pour passer. Et ensuite, on pousse au CO2 là-dedans et puis on injecte de même, là. Ah, OK. OK. Parfait. Et puis, si, ben ça, c'est une question un peu plus personnelle à moi parce que ça m'est arrivé. Ouais, Tu sais, je laissais décongeler, mettons, des chaudières de framboise. Puis là, je me rendais compte, tu sais, la journée même que je devais l'ajouter, que le cœur était encore gelé. Est-ce que toi, tu vas attendre, mettons que ça t'arrive, parce que tu en as parlé tantôt, là, que si c'est pas tout à fait décongelé, est-ce que tu vas le mettre pareil ou tu vas attendre un peu plus longtemps? C'est quoi ta. ben, ça dépend de la méthode pour l'envoyer dans le fermenteur, mais tu sais, vu que ça passe quand même, nous, par un propagateur, et puis tu sais, tu passes par un port de 1,5 pouce ou de 2 pouces, on essaie quand même de faire attention que ça soit décongelé. Ben, tu vois, on a juste eu une fois à le faire, ça, mais tu reprends encore une fois ton cul de tonneau de 200 litres, là, et puis tu mets 100 litres d'eau tiède ou d'eau un petit peu chaude, et puis tu vas laisser ta petite chaudière de fruits en contact là-dedans, et puis ça va, tu sais, éventuellement, ça va, à l'intérieur, le cœur va complètement dégeler, là. OK. OK. Et puis généralement, tu sais, même dans ton propagateur, même s'il reste un tout petit glaçon, quoi que ce soit, vu que tu renvoies de la bière en arrière, tu sais, ça se mélange assez rapidement ensemble et puis ça fond assez facilement. OK. OK. Parfait. Et puis, la bière finie après, est-ce que tu as Oui. une règle pour garder ça? Est-ce que tu vas le garder au froid ou tu es suffisamment à l'aise de laisser ça dans l'entrepôt à température ambiante? Ben, c'est sûr que tu sais, pour une bonne pratique, on essaie de mettre ça dans une chaîne de froid, donc de garder ça le plus rapidement. Et puis même, ben, après, ça passe toujours par le distributeur, donc c'est tempéré ou parfois tu sais, ça va dans leur chambre froide, donc c'est toujours difficile de pouvoir le contrôler. Mais quand les détaillants spécialisés me demandent, tu sais, oui, je conseille de garder ça au froid, c'est comme quand dans une épicerie, tu as du jus d'orange, même s'il est pasteurisé, il est tout le temps au froid. Tu sais, c'est une question de, Ouais. de, de bonne pratique. Et puis, ça reste quand même du fruit, donc ça peut évoluer. Je sais pas trop, tu sais, est-ce qu'à long terme, ton fruit dans la bière, il peut vraiment changer d'aspect? Est-ce qu'il continue de fermenter? Je sais pas trop. Bah, fermenter théoriquement, non, mais tu sais, Mhm. ça peut quand même évoluer au niveau des arômes. Donc, c'est certain que c'est des bières qu'on fait dans des petites quantités. On fait vraiment des petits brassins, être certain de pouvoir les vendre quand même rapidement et de les placer chez des gens qui vont pouvoir garder ça au froid. Mhm. Mais sinon, je veux dire, les canettes, tu sais, on en garde toujours quelques qu'on va laisser au chaud et puis quand on regarde à évoluer, puis c'est stable, tu sais, elle bombe pas, elle reste bien. Donc au moins, ça, c'est rassurant, là. OK. As-tu déjà eu des cannes qui ont explosé dans tes débuts, mettons, avec l'utilisation des fruits? Je pense qu'il y a eu un ou deux détaillants qui m'ont contacté pour une coupe de canettes dans tout leur pack qu'ils avaient acheté. Ensuite, c'est toujours difficile de dire, ça se passe tout le temps en période d'été quand il fait très chaud. Est-ce que les backstores sont bien au chaud? Tu sais, encore une fois, tu travailles pour que tes produits soient 100% instables. Mhm. Mais entre le moment où ça quitte le fermenteur et puis c'est capé dans une canette, tu peux toujours avoir, tu sais, un petit moment où, je sais pas, il y aurait quelque chose qui tombe dedans. Tu sais, il y a cette partie-là, mais tu sais, il y a jamais eu de rappel de batch ou quelque chose qui serait produit, c'est en grosse quantité qui nous aurait inquiété là. OK. Il y en a jamais eu, donc c'est vraiment des cas isolés sur vraiment à chaque fois une ou deux unités de canettes là, et puis that's it. OK. Donc c'est toujours décevant, mais tu sais, c'est clair que c'est pas une problématique de contamination ou de batch, tu sais, qu'il faudrait rappeler. Donc ça, c'est OK. rassurant, là. OK. Et puis, ben là, tu l'as effleuré un petit peu tantôt, là, mais où est-ce que tu préfères te fournir, toi, habituellement? Là? J'ai pas beaucoup de contacts. C'est ça, Farinex, parce qu'on a un voisin aussi qui fait de la transformation alimentaire. Donc, le camion est là 2 fois par semaine. Donc, c'est vraiment OK. simple pour nous de l'avoir. Euh, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Tu sais, dans le monde brassicole, ça, on fait quand même super attention à nos maltes, d'où ça vient, quelle marque on choisit. Pour les houblons, on essaie quand même, tu sais, de sélectionner le fournisseur, les choses comme ça.
Et quand ça vient pour le fruit, ben, c'est tout de suite un petit peu plus ce qui passe sous la main et qui fait la job, malheureusement. Ouais. J'aimerais ça avoir plus de contacts locaux pour utiliser vraiment, pourquoi pas le fruit entier. Ça serait plus peut-être dans des fermentations mixtes. OK. Parce que, tu sais, avec beaucoup de fruits, tu as la problématique, c'est ça, tu sais, que ce soit des framboises, des mûres, des fraises, tu sais, tu as toujours cette problématique d'avoir des grains, des pépins, des choses comme ça, tu sais. Donc ça serait plus pour ce type de bière-là. Mais sinon, non, malheureusement, là, ouais, c'est clair que on favorise pas vraiment le local pantoute, là. Ouais, Ouais. c'est dommage, mais Ben, souvent, c'est une question de logistique, là, malheureusement. ouais, c'est exactement ça, C'est ouais. ça le Et de plus simple pour vous autres. disponibilité, tu sais. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Avez-vous eu des problèmes de disponibilité On dernièrement a, avec on a fait Farinex? pas tant. Pas sur ce qu'on a commandé, non. OK. Mais tu sais, on a fait pas tant que ça non plus, là, des bières aux fruits. Puis tu sais, on essaie vraiment de les cibler sur la partie printemps-été parce qu'on sait que dès que septembre arrive, les sours en tant que tels, ça diminue beaucoup. Et en plus, ouais, même celles aux fruits, ça drop complètement, là. Les gens passent à autre chose. Mhm. Donc non, tu sais, c'est ça. Et puis, comme je te disais tantôt, tu sais, on fait des petits brassins pour être certain de vraiment les écouler. Tu sais, c'est souvent 60-70 caisses de chaque batch. Tu sais, on peut le répéter plusieurs fois à travers l'été. OK. Donc, ça n'a jamais été trop problématique. Je pense que ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui vont vouloir tout de suite tu sais, plusieurs tonnes de fruits one shot. Là, Ouais. c'est peut-être plus un enjeu là. Mais on va voir cette année là, tu sais, avec tous les problèmes d'approvisionnement, ça serait pas surprenant que le fruit aussi, ça soit problématique d'avoir ce qu'on veut là. Ouais, ben, moi, dernièrement, trouver de la framboise là, à la fin de l'été, là, ça a été toute une, Apparemment, ouais, c'est ça. toute À une l'affût m'avait aventure. dit aussi que c'était un gros challenge. Ouais, 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 c'était BO partout. En tout cas, on a fini par en trouver, mais tu sais, c'est toujours question que ça nous a coûté, tu sais, peut-être 50-100% plus cher, tu sais, parce que ouais. là, on le prenait en chaudière à la place d'un drum. Fait que, tu sais, c'est toujours ça, là, faire la part des choses, puis essayer de se prendre à l'avance, dans le fond. C'est ça. Ouais, OK. Ben, c'est parfait, ça. Ben, c'est toutes les questions que j'avais pour toi. Je suis très Ah ouais, content. bon, ben, excellent. Oui, merci beaucoup. Mais sinon, pour vous autres chez Galcus, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois? Y a-t-il des événements, des nouvelles bières, des collaborations? Ben, prochaine semaine, fin février, c'est notre anniversaire. Donc, ouais, OK. il y a une couple de collaborations qui s'en viennent pour le troisième anniversaire et il y aura justement une coupe de bière relativement fruitée aussi, là, mais je peux pas en dire plus. Et OK. puis, à part ça, ben, c'est certain que nous, cette année, ça y est, le chai est arrivé un petit peu à maturité, donc on va sortir quand même plus régulièrement des bières un petit peu plus funky. Puis, on va essayer de travailler un peu plus sur des petits brassins, donc y aller un petit peu avec l'inspiration du moment et puis faire des choses un petit peu plus expérimentales, un peu plus éclectiques là. Puis pour ces En plus brassins-là, de. il va falloir venir vous voir pour les prendre directement à la brasserie. Bah écoute, l'idée c'est pas de créer de la rareté, mais c'est certain que Non, tu veux non. pas rester Non. pogné. C'est tout ce qui est funky ensuite, c'est quand même c'est pas des New England IPA. Tu sais que t'en vends jamais la même quantité. Tu sais, c'est un peu Ouais. plus un marché de niche. Mais non, non, on essaiera quand même d'en distribuer toujours un petit peu, même sur la rive sud, t'inquiète pas. Parfait, ça. Parfait. Ben, merci encore vraiment beaucoup. Je suis très content de t'avoir eu. Puis, Ben, merci de l'invitation, c'était vraiment très agréable. oui, c'était très intéressant en plus. Fait que, maudite bonne affaire. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. À bientôt, Puis, Gab. aux auditeurs, Excuse. ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!